L'Algérien est un éleveur d'oiseaux par tradition et sa préférence va au Macnine, le chardonneret. Présent dans tous les foyers d'Alger, il est convoité depuis des générations pour son plumage et son ramage exceptionnel. Aujourd'hui, urbanisation, pesticides, chasse causent sa perte. Rare et prisé, il est victime d'un trafic et son prix s'envole. Quelles relations les Algériens entretiennent-ils avec ce passereau ? Pour le savoir, Séham Boutata et Alexandra Longuet ont rencontré vétérinaires, psychanalystes et oiseleurs. Le chardonneret en arabe, en Algérie, c'est Mqnin, c'est pas un autre nom. C'est le chant qui t'attire d'abord. On l'appelle le chardonneret parce que sa nourriture est à partir d'une plante piquante, ce qu'on appelle le chardon. Mais en arabe, on l'appelle hassoun. Hassoun, ça veut dire améliorer. Quand l'entourage du chardonneret est plein des oiseaux, il apprend toutes les notes, il l'améliore. Dans le chardonneret, il y a une partition musicale et il y a un tableau de peinture. Beaucoup de gens regardent le rouge, qu'on a l'impression de voir un clown. Mais la première chose qui nous interpelle chez un chardonneret, c'est le jaune. Parce que quand il vole dans la nature, ce qu'on remarque, c'est pas le rouge, c'est le jaune. Le jaune, le rouge et le noir. Et chacune des couleurs a une signification. Par exemple, le bec d'un vrai chardonneret, il faut qu'il soit jaune. La tête du chardonneret, il faut qu'il ait des points noirs. Sinon, c'est pas un chardonneret. Et tout son plumage et tout, c'est le jaune qui l'emporte. Voilà le chardonneret. C'est la culture, c'est le chant, c'est la beauté, c'est une passion. Parce que quand je sors du travail, je vais voir mes chardonnerets avant mes enfants. C'est un oiseau qui a plein de pouvoirs. Par exemple, pour pouvoir le chasser, il faut une cage en or et en argent. Et il faut faire attention qu'il ne souffle pas sur toi parce que sinon tu deviens une pierre. Parce qu'il est magique. Réellement, il est magique. Le chardonneret, il est magique. Il y a Maknin Zeyn, l'élégance du chardonneret, un documentaire de Séham Boutata, réalisé par Alexandra Longuet. Moi, j'ai vécu ça pendant mon enfance. Bougé Makarech, ancien directeur de la Cinémathèque d'Alger. Moi, j'habite donc Benaknoun. Et Benaknoun n'est pas loin de là où il y a maintenant le grand stade algérois, le stade du 16 juillet. C'était un espace qui était traversé par un oued, qui avait pour nom l'oued el-Khal, c'est-à-dire l'oued noir. Un oued, c'est une petite rivière, de rien du tout, qui coule quand il y a de la pluie, qui devient sec quand il n'y a plus de pluie. Il faut que je dise que cet oued, même en été, il restait toujours un peu d'eau. Donc c'était un lieu où le chardonneret venait pour boire. J'avais 10, 12 ans, je sais pas quoi. J'accompagnais mes copains le jeudi ou le dimanche à l'époque. Lorsqu'ils allaient donc caler la glu pour ramasser des chardonnerets. La glu, ils la prennent à partir du chardon. C'est le chardon. Au bout de la tige, il y a le fruit. C'est des bouts de gomme que les gars récupéraient, qu'ils mastiquaient et qu'ils travaillaient pour donner une glu. Une glu vraiment qui ne lâchait rien. Après, ils fabriquent la baguette. Ils appellent ça des baguettes. C'est des roseaux qu'ils taillent très fin. Ils mettent la glu tout autour. Ils ont un coup de main. Ils ramènent une petite cage avec le chardonneret, qu'ils appellent le rappel, qui chante bien, il faut un bon chardonneret et tout. Ils lui mettent des petites plantes tout autour, et ils mettent les baguettes avec plein de glu. Ils se mettent un peu plus haut, ils montent de l'oued vers là où ils s'assoient, et ils attendent. Dès qu'ils voient qu'un chardonneret est pris, ils descendent en courant pour le libérer de la glu. Parce qu'il le laisse trop longtemps, la glu esquinte ses poils, l'esquinte complètement, alors qu'ils tiennent beaucoup à l'esthétique du chardonneret. Et voici Valkoviak. Valkoviak qui d'ores et déjà a perdu 1 minute sur les 3,26 qui le séparaient de Bovin. Voilà comment ils cherchaient le chardonneret.
Moi, j'étais un peu hors jeu, j'étais là, parce que ça me plaisait. Pendant qu'ils attendaient que le chardonneret arrive, qu'il soit piégé, etc., on écoutait le Tour de France sur une radio. Il y avait toujours quelqu'un qui avait une petite radio, on écoutait le Tour de France. Et ça m'a marqué, le chardonneret, le Tour de France, la chaleur, l'oued. Il y a de l'eau, c'est des moments pour moi extraordinaires. Mon premier oiseau, c'était à l'âge de 6 ans. C'était un jeune chardonneret qui était malade, à vrai dire. Il était malade. Majid Ben Daoud, Il était à mon cousin. éleveur et passionné. Alors il l'a relâché. J'ai supplié mon cousin, donne-le-moi. Il m'a dit non, je le relâche parce qu'il est malade. Il avait une jambe cassée, une patte cassée. Après, il l'a relâché. Un petit moment, il revient. Il revient, il le relâche une deuxième fois. Il m'a dit, s'il revient une troisième fois, tu le prends. Les choses se sont bien déroulées. Il revient, je le prends, je le soigne. C'était le déclic. Vous lui avez donné un nom? Oui. Franchement, quand on me parle de ça, je craque. Franchement, c'était Pilot, oui. Pilot? Ouais, Pilot. D'ailleurs, même mes enfants, ils appellent tous les oiseaux Pilot. Ouais. Ça m'a vraiment marqué, ouais. J'ai eu la chance d'être élevé dans un quartier. Il y avait beaucoup de passionnés de chardonneret. C'est tout le quartier qui a élevé des chardonnerets. Donc, je suis né entre les chardonnerets, quoi. Voilà, Pilot. Il est là-haut. Depuis, j'ai jamais arrêté. J'ai arrêté une fois parce que j'avais perdu un monstre. C'est un chardonneret que j'ai eu de mon village natal de Bijaya, qui est connu par un chant extraordinaire. Donc j'avais ramené un, que j'ai chassé. Après, au bout d'un mois, il est mort. Par accident, mon cousin l'a laissé tomber accidentellement, comme ça, il est tombé, il est mort. Après, je suis resté 4 ans sans chardonneret, 4 ans. C'est un excellent chanteur. C'est un chant qu'on n'a jamais entendu à l'époque. C'est un chant un peu spécial, quoi. J'étais dans tous mes états. J'ai pleuré, j'ai vraiment pleuré. Hein. Après, je suis resté 4 ans sans chardonneret. Un beau jour, ma mère, elle m'a dit, alors, on reste sans chardonneret maintenant? Elle m'a redonné l'envie d'en avoir un autre. Je suis parti sur place acheter. Après, depuis c'est bon. J'ai jamais quitté un chardonneret. Yazid Mohamed. C'est Mohamed et c'est Yazid. On est des amis, des voisins, tous les deux passionnés du chardonneret. On se donne des conseils, on fait l'échange du chardonneret. C'est voilà. Il a à peu près, celui-là, 3 ans. Celui-là, il a 11 ans. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi l'Algérien aime autant le chardonneret? C'est une tradition, c'est l'Algérien. Qu'est-ce qu'il fait le chardonneret? Quand l'entourage de chardonneret est plein des oiseaux, il apprend toutes les notes, il l'améliore. Il améliore le chant. Vous connaissez le rossignol? Le chardonneret a une note qu'on appelle le coup de rossignol. On sait bien que le rossignol, c'est un bon chanteur. C'est pas le rossignol qui apprend du chardonneret. Le chardonneret, c'est lui qui apprend. Presque à 90%, les notes de chardonneret, c'est des notes des différents oiseaux. Il y a ce qu'on appelle le tiwawati, le servati, c'est des notes des oiseaux qu'il apprend à partir de son entourage. C'est pour ça le chant algérien, de chardonneret algérien, il est classé parmi les meilleurs chants. Plus le chardonneret a un très beau chant, plus elle est chère. Là où vous êtes, il y avait vraiment trop de chardonneret. Chaque jour, matin et soir, vous les voyez passer dans le ciel, vous les voyez dans les chardons, vous voyez des femelles qui nourrissent ces petits. Malheureusement, le chardonneret, c'est un oiseau qui se cache bien, mais c'est son chant qui l'a trahi. Le malheur, c'est que on ne voit plus le chardonneret presque
dans la nature, c'est à cause de la chasse après l'apparition du filet. Vous attrapez à la fois des dizaines, presque chaque jour. Et on n'a pas malheureusement la culture de... On chasse ce qu'on a besoin. Un seul ou deux, un mâle, une femelle, on relâche les femelles, on relâche les adultes, on n'attrape que des jeunes. Malheureusement, on n'a pas cette culture. On a tellement pris de la nature qu'il n'en reste plus rien. Il n'y a plus de parevents en Algérie. Et pour vous, les causes, c'est quoi? Premièrement, il y a la destruction de son domicile, des forêts et tout. Il y a aussi l'utilisation de pas mal de produits chimiques, les pesticides, et puis il y a la chasse. Il y a une période aussi qui a été vraiment une catastrophe. C'est la décennie noire en Algérie. Parce que malheureusement, les terroristes et les chardonnerets fréquentent les mêmes lieux. Après que la mer a été polluée, les mouettes n'arrivent plus à trouver du poisson dans les côtes. Qu'est-ce qu'elles font? Aujourd'hui, elles rentrent à la ville et elles cherchent à manger. Et elles mangent quoi? Elles mangent les oiseaux. Parmi les oiseaux, le chardonnay. Le filet. Les pesticides. La chasse, elle est pour beaucoup. Parce que les chardonnerets sont vendus à des prix assez importants. Un sauvage, maintenant, il tourne dans les 6 000 dinars. Le salaire moyen, c'est 15 000 dinars. Donc c'est pratiquement la moitié d'un salaire. C'est vrai qu'outre-mer, vous êtes en train de voir les Algériens comme étant des gens qui ne font que chasser l'oiseau. On dirait qu'ils sont là pour le manger ou faire des poulets rôtis avec. Alors que c'est pas vrai. Ce qui se passe en Algérie, avec l'ouverture économique et la venue des pesticides intensifs, c'est quelque chose de catastrophique qui se passe en Algérie. Toufik Djebloun, La chasse a existé depuis toujours, mais ça n'a jamais été un fléau. président de l'association ornithologique algérienne. Mais les pesticides, ça te fait exterminer toute une génération. Il y a une période aussi qui a été vraiment une catastrophe pour toute la faune algérienne, pas uniquement pour l'oiseau. C'est la décennie noire en Algérie, où il y avait eu beaucoup d'incendies, c'est-à-dire où on a brûlé beaucoup d'arbres, beaucoup de bois, beaucoup de forêts. Donc on a perdu une grande partie de nos forêts. L'oiseau, il a perdu ses endroits où nicher. On n'entend plus le chardonneret chanter dans nos forêts ou dans nos jardins. On le voit plus. On le voit plus. C'est-à-dire que le chardonneret, il était là, il était sur nos balcons, sur notre fenêtre. Et il était là à picorer nos salades. Il vivait avec nous. Et c'est pour ça qu'il y a ce lien entre les Algériens et le chardonneret. C'est qu'il a toujours vécu avec nous. Vous ne risquez pas de trouver une maison où il n'y a pas un chardonneret qui chante. Le chant du chardonneret, c'est un petit peu l'hymne national. C'est un peu ça, c'est inévitable. Il n'y a pas une personne qui ne peut pas apprécier le chant du chardonneret en Algérie. Les vieux, les vieilles, les femmes, les jeunes, les moins âgés, les âgés. Que vous soyez instruit, pas instruit, voyou, ça ne dépend pas de ce que vous êtes. Il suffit d'être algérien pour aimer le chardonneret. Et on l'aime, c'est tout, c'est le seul oiseau. L'Algérie a fermé les frontières depuis plus de 14 à 15 ans. On n'a plus aucun oiseau qui rentre. Le seul oiseau qu'on pouvait élever, c'était le chardonneret. Et comme l'Algérien est un éleveur d'oiseaux de naissance, c'est-à-dire c'est dans ses mœurs, on ne peut pas avoir une maison sans cage. C'est-à-dire beaucoup de gens me disent il n'y a pas d'oiseaux en Algérie. Oui, c'est vrai, dans la nature, il n'y en a pas. Mais si on fait un petit calcul, on est 40 millions, il y a 20 millions d'éleveurs, donc il y a 20 millions d'oiseaux dans les maisons. Ça va, tu vas bien? Alors, qu'est-ce que vous nous amenez là? Qu'est-ce que vous amenez au vétérinaire? Un petit chardonneret. Ouais, j'ai acheté, ça fait un mois. Je l'ai acheté, il est stressé, il est gonflé, il était mal cuire. Ouais. Parce que juste ici, parce qu'il est libre, il n'y a pas de problème. Parce que j'ai à la maison, j'ai 2 chardonnerets, c'est des Kabyles, tu vois, ils sont très forts. Chaque chardonneret, il chante, celui-là, il ne chante pas. Il est timide. Il est timide, exactement. Il est comme ça. J'ai à la maison un chardonneret de 6 ans et l'autre de 7 ans.
automatiquement, ils sont dominés toute la maison. Je rentre un autre chardonneret, c'est la bagarre en champ. C'est pour ça qu'il est toujours il est timide, il est comme ça, voilà. Qu'est-ce que vous allez faire là alors pour calmer le chardonneret? On va lui donner un anti-stress, un traitement de 3 jours pour le rééquilibrer un peu. Docteur Milti Mohamed Rafiq, je suis vétérinaire praticien installé à la commune de Saint-Eugène. C'est un quartier populaire d'Alger où le chardonneret prédomine comme animal domestique. Ça vous arrive combien de fois de recevoir des chardonnerets comparés aux chats et aux chiens par exemple? Bon, un peu moins que les chats et les chiens, pour 2 raisons en fait. C'est le fait que les propriétaires de chardonnerets ne font pas beaucoup confiance aux vétérinaires. Et puis il y a l'automédication. Donc c'est des gens qui sont souvent sur des forums, sur des sites, mais on en voit quand même au moins 2 par jour. Si vous remarquez les week-ends, tous les Algérois, quand il fait beau, qui sortent leurs chardonnerets, qui les mettent dans des bassines pour la douche, et puis ils commencent à faire des petites battles comme ça entre voisins. Le mien, il chante. Mais sinon, c'est le côté gracieux du chardonneret qui attire les gens. Donc, en Algérie, disons que le stéréotype de l'Algérois, c'est le mec avec un bleu de travail, une marinière et une cage de chardonneret. Donc il fait partie du personnage de l'Algérois typique. Bonjour, bonjour et demi. Ça va, vous allez bien? Nous ici, le bonjour, on le dit le matin. L'après-midi, on dit bonjour et demi. Oui, ici, c'est la rue des oiseaux. Tout le monde a des... Presque tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on aime les oiseaux. Ouais. Et c'est quel oiseau? Je me connais. Et le vôtre, il est là-haut? Oui. Accroché au plafond. Ah. Il y en a un accroché au poteau là. Ouais. Il a qui? Il a un voix aussi. Ouais. Il a l'habitude de chanter à la maison, pas ici à la rue. On est où? Au Babelouad. Midou, vendeur. Et tous les jours, il y a le marché comme ça? Ouais, tous les jours, là. Et c'est quoi comme chardonneret? Non, mais moi, qu'est-ce que ça te dit? Il n'y a pas de chardonneret d'ici, ceux-là viennent du Maroc. Ils viennent du Maroc, mais vous allez les chercher où? Qui va les chercher au Maroc? Ça dépend, quand il y a spécialement des gendarmes, هما اللي يحرقوا الزاوج ما يجيبوهم من المغرب. Ça dépend, il y a des gendarmes qui les chassent. هكذا يدخلوا للحداده. Après, les chardonnerets passent la frontière, ils arrivent à Tlemcen. Et nous, quand on les reçoit au gros, chaque cage peut contenir jusqu'à 75-80 chardonnerets. Et les tarifs ici, c'est quoi pour les chardonnerets? Oh, ça va de 4 000 dinars jusqu'à 30 ou 40 000 dinars. Jusqu'à 30 millions, 4 millions. Et comment vous faites pour acheter des chardonnerets? C'est quand même cher. Celui qui aime le chardonneret l'achète. Quand on a une passion, on achète à n'importe quel prix. Moi, par exemple, je suis passionné des oiseaux. Je peux mettre jusqu'à 30 000 dinars. Bon, au-delà, je peux pas. C'est trop lourd pour moi. Et donc là, c'est la place pour les chardonnerets. C'est ici particulièrement ou il y en a encore dans le marché? Oh, il y a un marché des Marquines à El Harrach tous les mardis et les samedis. Il y en a un autre à Cheraga tous les vendredis. Et puis ici, à Bab el Oued, c'est tous les jours. Regarde, moi, comme plein de gens qui travaillent, quand ils ont fini le boulot, ils viennent ici, même s'ils ne vendent aucun oiseau. Ils viennent pour le plaisir de se retrouver et discuter, pour passer le temps. Et la police, elle dit rien? Ah, si, des fois.
La police saisit. La police saisit des fois les oiseaux. On ne sait pas si ensuite ils les vendent ou ce qu'ils font d'autre. تديهم ولا ما باليش دوك ça dépend. يبيعهم ولا. Et qu'est-ce qu'ils disent, la police? Ils viennent prendre les chardonnerets, ils mettent des amendes. Bien, quand ils saisissent les oiseaux, ils nous remettent un bon. Des fois, on récupère les oiseaux, d'autres fois pas. Normalement, dans la loi, ils ne peuvent nous arrêter que si on a plus d'une quinzaine d'oiseaux à la vente. Quand on en a un ou deux, normalement, ils ne peuvent rien faire. Des fois, tu les récupères, et des fois non. Il y a quelqu'un, la police lui a saisi des oiseaux qui valaient en tout 140 000 dinars. L'Algérie, c'est fini, l'Algérie, c'est fini. Maintenant, actuellement, on l'importe du Maroc. Et c'est très rentable et c'est commercial. Il y a à peu près 3 ou 4 ans, avec mon cousin, il connaissait, je peux dire, bois braconnier. Bon, il m'a dit, viens vite, il y a des gens qui vont arrêter dans la pompe à essence, je vais prendre 6 oiseaux. Quand j'allais avec lui, quand ces gens me voient, ils me craignent, ne me connaissent pas. Ensuite, mon cousin a dit, c'est mon cousin, et ils se mettent à l'aise. Quand il a levé la malle de la voiture, il y avait des coffres avec des filets. Il portait avec lui environ 1200 chardonnerets venant du Maroc. Selon le prix qu'ils vont avec, c'est l'équivalent de 30 000 euros. Entre 25 000 et 30 000 euros. Quand j'ai voulu savoir avec mon cousin, il m'a dit que cette personne fait 2 à 3 voyages par semaine. Ça veut dire qu'il vend le chardonneret à peu près 20 à 25 euros pièce. Il en transporte 1200, il arrive à faire 30 000 euros par voyage. Par voyage, oui. Fois 3 pour la semaine, il se fait 90 000 euros. J'ai entendu récemment que dans les frontières, c'est devenu un peu difficile. Ces braconniers marchent avec des gens qui font tracer le chemin en avance. Par téléphone, n'avancez pas, il y a un barrage, il n'y a pas... C'est ça. Il y a 70 oiseaux, je connais chacun. Riyad, éleveur. C'est une passion, un petit peu comme un dopage. Voilà. Parce que quand je sors du travail, je vais voir mes chardonnerets avant mes enfants. Je suis né dans une famille de chasseurs. Mon père il est né en 1945, c'est un chasseur. Mes oncles, c'est des chasseurs. C'était toujours dans la maison. Et lui, les anciens, ils les ont pris sur les pieds noirs qu'ils étaient en Algérie avant. C'est eux qui ont donné la passion du chardonneret. Surtout les pieds noirs espagnols. Est-ce que vous avez déjà chassé le chardonneret? Oui. Avant, on avait le week-end, c'était le jeudi et vendredi. On était jeunes, j'avais 17, 18 ans. On démarrait vers les coups de 5 heures. La chasse, c'était avec le filet de terre. Là où les oiseaux buvaient, on mettait des filets et on chassait. Mais on se déplaçait, il n'y avait pas Alger. Avant, on faisait 70 km, 90, on pouvait avoir 15, 10. Je vous parle dans les années 96. Après, avec le temps, on marchait 200 km. L'oiseau commençait à finir et nous, on faisait plus de kilomètres. Et avec le temps, c'est devenu une mode. Parce qu'avant, il y avait certaines villes qui apprivoisaient le chardonnay. Alger, Constantine, Annaba. Depuis les années 30, 40, même si vous voyez les vieilles chansons. Là où il y a le chardonnay, c'est les chansons de ces villes. Le Malouf ou le Chabi. Vous connaissez les chants des chardonnerets? Oui, ça va.
C'est facile, le champ n'est pas compliqué. C'est les sorties, les passades, les coups de rossignol, les parlers, les bouillements. Et ça fait comment? Ça, c'est difficile. Ça dépend. Donc, chaque note elle a une appellation. Il y a des roulements comme il fait le rossignol. Ciao, 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 il fait avec l'arrêt. Le G, c'est l'arrêt. C'est un coup de rossignol. C'est ça les notes. Il faut dire, on connaît le chant mieux que tout le monde. Le chant algérien, il est divers. Surtout sur Alger. Je peux citer d'ici à 3 km, 4 ou 5 secteurs qui n'avaient pas le même chant. À Cheraga, il y avait un chardonnay qui s'appelait Del Ibrahim Ben Messous. Il ne chantait pas comme à 2 km le chardonnay de Baïnam, il ne chantait pas comme le chardonnay de Le Bière. Il y avait des choses en commun, mais chacun avait ses notes. Le chardonnay a beaucoup de passades, parce qu'on compte les passades. Alors les passades, c'est quoi? Les passades, c'est tout ce qu'il fait, le chardonnay qui se termine avec une finition, soit un jiu, soit une crête. Le crête, c'est... Il y a beaucoup de passades. Mais on trouve rarement un chardonnay avec beaucoup de passades, beaucoup de sorties. S'il a 2 sorties, 4-5 passades, c'est le top. La vieille école, il n'y a pas. Et pourquoi, selon vous? C'est la nature. Ils disent que le chardonnay a pris les champs d'autres oiseaux. Mais maintenant, il n'y a pas beaucoup d'oiseaux. C'est comme ça. Mais ils disent que le meilleur chardonnay qui a connu l'Algérie, il avait 13 à 14 passades. Nous, on n'est pas arrivé à ça. Parce qu'il est fini vers les années 70. Il ne reste que des cassettes. Là, c'est le champ d'El Biar, d'un secteur qui est très connu. C'est le champ de... Le secteur, c'est Chemin des Voleurs. C'est un champ qui a disparu. Ils ont détruit la forêt où ils vivaient dans les années 90. Majid Ben Daoud, éleveur et passionné. Donc voilà, j'ai eu une petite histoire avec ce champ. J'ai collé un jeune chardonnay. À l'époque, j'avais acheté à 500 dinars, c'est en 2005. Ça correspond avec la naissance de mon fils. Une année après, on m'a offert 100 000 dinars pour le même chardonnay que j'avais acheté à 500 dinars. Je l'ai jamais vendu. Il a vécu 10 ans. Et voilà, il est mort. C'est ça avec une tirotte, j'adore ça. L'autre fois, on est collé avec une cassette avec son bruit de fond et tout. Voilà, c'est écollé, ça vient du mot école. C'est faire apprendre à un jeune chardonnay à chanter avec un CD ou une cassette. Les anciens éleveurs de chardonnay, ils préfèrent écoller avec une cassette. Comme on dit, elle a l'âme. Elle est brute. C'est une cassette très rare qui date, je sais pas, de 20 ans, peut-être plus, peut-être. C'est nostalgique, c'est très beau. C'est très beau. Parce que, bon, quand on parle du chant d'El Biar, il y a des chardonneries qui ont imposé leur nom. C'est des excellents chanteurs. Ils dominaient le chant d'El Biar. C'est des chardonneries célèbres. C'est des stars. Oui, c'est des stars, exactement. Qui n'ont pas de prix. Après, chacun, il a ses caractéristiques propres à lui. Par exemple, celui de Boujlab, il a une note qui n'est pas bon, qui n'est pas typiquement d'El Biar, mais elle a embellé le chant d'El Biar. Actuellement, on n'a plus de chardonnerie qui chante comme ça. Je peux dire que ça n'existe plus. Les dernières générations de chardonnerie, ils n'assimilent pas comme les anciens. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai. Elle a le noir ici, elle a le jaune en dessous Sous les plumes. Voilà. Et comment on reconnaît le mâle de la femelle ? C'est le mâle.
La femelle, elle n'a pas le jaune en dessous. Premier bon point, Non. différence de Et quand taille. ils sont petits, on Le voit pas les mâle couleurs, est plus c'est ça beau, est plus grand, est plus robuste, est plus costaud. Il a des sangs plus persistants. Donc le noir et le jaune. Ils n'ont pas le masque, ils n'ont La pas... femelle n'aura jamais un bec jaune. Ah, c'est au masque qu'on reconnaît. Après, quand ils font le Elle a un masque, petit bec par rapport au mâle. le mâle, il a fait Elle a les yeux légèrement bridés. La calotte de la femelle est un peu plus terne. Elle a un petit masque, une petite taille, très fine. Et la femelle ne chante jamais aussi bien que le mâle. C'est la bonne technique. Là. C'est sûr à 100%. Ce qui m'émeut le plus, c'est de voir tous les jeunes et les moins jeunes, hein, d'ailleurs, même les vieux, ils se promènent avec leur cage à Maknine, comme s'ils promenaient leur doudou, leur... je sais pas. Faïra Medjahed, psychanalyste. Ils ont plus d'affection pour le Maknine que pour autre chose. Il y a une relation affective très touchante. Ils prennent soin d'eux plus que d'eux-mêmes. C'est vraiment d'une tendresse inouïe. C'est un symbole de liberté, d'évasion, de rêve. Mais je pense que c'est eux qui sont en cage, c'est pas l'oiseau. Parce qu'ils se sentent eux-mêmes emprisonnés. Ils ont leurs ailes qui sont coupées. Contrairement à l'oiseau, à ce Maknine, qui lui, même en cage, il est libre, il leur donne du rêve. En tout cas, c'est leur part de liberté, je dirais. Leur part de féminité, peut-être. Le Maknine, pour les Algériens, mais tous les Algériens, c'est la part de liberté. C'est vraiment, il leur donne du rêve. En tout cas, moi, je sais que les prisonniers, ils parlent tous de Maknine et de cet oiseau qui leur permet de s'évader de la prison. Et leur premier geste, dès qu'ils quittent la prison, c'est d'aller voir leur Maknine ou un Maknine. المقانين الزان اصفر الجنحان احمر خداين ياك حي العينين هادي مدة وسنان تفي القبص حزين تغني بزود حنين لا من باب وانا. Le chardonnay était un thème dans la poésie melhoun. Mehdi Barachad, journaliste. Il ne faut pas oublier que le chardonnier est un oiseau qui existe dans le nord africain, dans le sud de l'Europe, dans le Moyen-Orient. Et avant d'aller au chardonnier autant qu'espèce symbolique dans la chanson andalou, la chanson charbi et la chanson arabe en général, on va le trouver chez les Européens, on va le trouver chez les chrétiens. C'était le symbole du Christ. Et on va le trouver dans toutes les peintures de la Renaissance, surtout chez les Italiens. Prenons par exemple Raffaello, la Madonna del Cardinello. On va le trouver comme un symbole du sacrifice du Christ et de la passion du Christ, à travers le rouge qui existe dans sa tête, qui symbolise le sang. On va trouver sur sa couronne, qui est la couronne d'épines du Christ. Et de là, on va trouver dans la chanson de Mohamed El Badji, un ancien condamné à mort à l'époque coloniale. Il a été condamné parce que c'était un maquisard. Mohamed El Badji, qui est un Algérois, et c'est quelqu'un qui a passé presque toute la période de la Révolution en prison. Il a fait écrire Yann Maknine Zine au chardonnier, beau chardonnier. Il était en train de parler d'un condamné à mort qui va être exécuté. Et il parle de son sacrifice. Mais il était en train de parler aussi du sacrifice de ce chardonnier qui, il faut le savoir, c'est pas un oiseau domestique de sa nature. De sa nature, le chardonnier, c'est un oiseau qui vit à l'extérieur. Et l'homme a fait à ce que le chardonnier soit dans une cage. Et on est en train de tuer ce chardonnier qui est en train de chanter, mais entre parenthèses, il n'était pas en train de chanter. Il pleure. Nous, on interprète cette douleur autant que chant. Ça nous fait voler, ça nous fait planer, mais il est en train de pleurer. Les thèmes qui ont été chantés à l'époque coloniale,
C'était les thèmes religieux, de passion, etc., mais dans un cadre assez serré. On arrive à la période post-indépendante. L'Algérien, l'Algérois, fatigué par la révolution, fatigué par tout ce qui s'est passé pendant un siècle et presque et demi, il avait besoin d'une autre façon de chanter. Il avait besoin d'un peu de romantisme. Attention, il faut savoir que la société algérienne, la société algéroise, une société macho, où l'homme ne doit pas pleurer. Et l'Algérois avait besoin de pleurer une époque de souffrance, en même temps pleurer une déception. L'Algérien a été déçu, même par l'indépendance, il attendait autre chose. Les espérances n'y étaient pas. Et de là, il avait besoin de pleurer. Une société macho interdit à l'homme de pleurer. Et il fallait trouver des poètes qui osent pleurer. Et de là, on trouve le Badji qui vient avec cette chanson et d'autres chansons qui ne parlent pas de chardonnier, mais qui pleurent aussi. Et c'est là où le chardonnier a pris de l'ampleur et ça devient un thème et non une espèce d'oiseau parmi d'autres oiseaux. France Inter. La plaie algérienne s'est donc rouverte. Assassinat du président Mohamed Boudiaf en fin de matinée à Annaba, l'ex-ville de Beaune. Aucune revendication après cet attentat, mais bien sûr, on pense aux islamistes du Front du Salut contre lesquels Boudiaf avait engagé une lutte sans merci. Nous demandons à Dieu de nous accepter comme martyrs. Je jure que nous ne craignons ni la police, ni l'armée, ni la gendarmerie, ni les avions, ni les chars. Nous n'avons peur que de notre Créateur et nous sommes prêts à mourir en martyrs. 10h57 ce matin, explosion d'une bombe de très forte puissance devant les guichets d'Air France et d'Alitalia. En une fraction de seconde, le grand hall de l'aéroport Ouari Boumediene s'est transformé en charnier. Pour l'État islamique, nous vivons. Pour l'État islamique, nous mourrons. Que la paix revienne à l'Algérie. Halte au terrorisme, on en a assez, on en a assez. C'est des jeunes d'Alger, pendant le terrorisme, qui ont arrêté à cause du terrorisme. Mais leur activité, c'était de prendre le bus la veille du week-end. Ils allaient à Tlemcen. Bouger Makrech. C'est-à-dire 600 km de bus. Ancien directeur de la Cinémathèque d'Alger. Ils arrivent à Tlemcen, ils louent des petites camionnettes, bidons et tout. Ils se vendent dans un petit bois à 30 km de Tlemcen. Ils vont là pour chasser à leur façon. Ils calent, nous on dit ils calent. Ils vont chasser le chardonneret. Ramener des chardonnerets pour les vendre à Alger, etc. Et c'est une région où le chardonneret est beau, le chardonneret chante bien. C'était leur activité. Donc ils partaient la veille du week-end et passaient les 2 jours de week-end. Ils chassaient et ils rentraient. Dès le lendemain, ils se présentaient à leur boulot. Arrive le terrorisme, il n'allait plus. Et le gars qui m'a raconté l'histoire était quelque peu triste. Il leur a demandé pourquoi. Il leur a dit parce que malheureusement, les terroristes et les chardonnerets fréquentent les mêmes lieux. Je peux pas te décrire ce plaisir, c'est impossible. C'est quelque chose d'inconscient, un plaisir que j'ai dans le sang. Mustapha, vendeur dans une boutique d'oiseaux. Des fois, je prends des risques pour cet amour. Je m'aventure dans des endroits risqués pour le trouver. C'est plus fort que moi. Quand tu l'entends chanter près de toi, on fait n'importe quoi, n'importe, pourvu que je l'attrape. Un jour, on est allé dans une région dangereuse. Mais pour le Marknin, je fonce. Je surmonte tous les dangers. Toujours est-il que les miliciens nous ont balancés aux gendarmes. Il y en a un qui est venu nous demander nos papiers. J'en avais pas. Ils nous ont embarqués au poste de Beni Hawa. Là, ils nous ont dit que la région était dangereuse parce qu'il y avait encore des terroristes islamistes. Et moi-même, j'avais une barbe.
J'ai dit au gendarme en lui montrant ma carte d'identité, « Écoute mon frère, je suis algérien, je vais là où je veux tant qu'il n'y a pas de frontières, même si je dois me perdre dans la forêt, même si je perds la tête. » Le gendarme a rigolé, il m'a pris dans ses bras et moi j'insistais. Mais je suis un chasseur de marlines, je chasse. Ne me dis pas de ne pas le faire, c'est impossible. Je vous dis, officier, que vendredi prochain, je reviendrai chasser ici. Vous nous avez cassé l'envie cette fois, mais je reviendrai la semaine prochaine. Le gendarme Millard m'a dit, va chasser où tu veux, mais préviens-moi. Le vendredi d'après, j'y suis retourné pour bien marquer le coup. Le gendarme commençait à bien me connaître, il m'invitait à déjeuner avec lui. Je lui disais, non, je viens pas déjeuner, je viens chasser le marlin. Je te jure que tu ne réfléchis pas quand tu as un objectif, tu ne penses qu'à l'atteindre. Ceci dit, mon ami m'avait prévenu qu'il y avait un peu de terrorisme dans la région. Moi, je lui ai dit, est-ce qu'il y a des chardonnerets? Il m'a dit oui. Je lui réponds, fonçons. On meurt de toute manière. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. On peut mourir à la maison ou en allant chasser des oiseaux. Si je meurs ici, que Dieu ait mon âme. Au début, vraiment, j'aimais pas l'idée d'une vie comme ça, passer dans une petite boîte, ça me perturbait beaucoup. Rim Mokhtari, professeur aux Beaux-Arts. Au fil du temps, je me suis habituée. Voilà, il s'appelait Pépé et j'ai vécu avec pendant, on va dire, 2 ans, 3 ans. Pépé ne chantait pas très bien, c'était pas un bon chanteur. Il avait très mauvais caractère. J'enviais beaucoup les gens qui des fois ont des chardonnerets, qui sortent de la cage, ils les mettent sur l'épaule, ils se font des petits bisous comme ça avec le bec. Et non, Pépé, d'après le vétérinaire, il avait été capturé assez tard et donc il supportait pas très bien sa captivité. Il avait mauvais caractère et selon les critères du monde des éleveurs de marlines, c'était pas un bon chanteur, il avait des vilains cris. Mais moi je trouvais quand même que c'était très joli parce que j'y connais rien. Je lui faisais écouter souvent du Ella Fitzgerald, je trouvais que ça allait bien avec le chant du marlin. Parce qu'en fait, j'ai découvert petit à petit cet univers-là. Comme j'y connaissais pas grand-chose, j'allais sur les forums de discussion sur Internet. Et je savais que les marlins apprennent les uns des autres. Donc des fois, ils les mettent avec d'autres oiseaux chanteurs pour que le chant de l'un se développe au contact de l'autre. Bon, moi, comme je pouvais pas aller comme ça dans la rue traîner avec mon oiseau, je lui mettais du Ella dans la cuisine. C'est un truc de mec. C'est comme le foot, c'est comme le shabi. C'est un univers d'hommes. Quand j'allais sur le forum, là, j'étais la seule fille et puis les gens s'étonnaient. Tiens, qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là? Mais c'est les mecs qu'on voit dans la rue avec leur cage. C'est dans des boutiques d'hommes qu'on les voit chez les coiffeurs. On voit pas de chardonneret chez les coiffeuses. Moi, j'en ai jamais vu. Par contre, on les voit chez les coiffeurs. Ma théorie, c'est que les hommes algériens, quand ils aiment bien les petites choses fragiles, ils aiment bien les foutre en cage. En même temps, c'est un peu caricatural de dire comme ça. Souvent, j'allais voir les vidéos sur le net de gars qui ont un chardonneret avec lequel ils ont cette fameuse relation-là que j'enviais beaucoup, où ils les laissent traîner dans la chambre, il vient, il se met sur l'épaule, il fait des câlins dans l'oreille et tout. Et donc, c'est des gros mecs baraqués, des fois barbus et tout ça, puis ils sont d'une tendresse avec ce petit oiseau. Ils sont pas souvent tendres comme ça, au vu et au su de tout le monde, alors qu'avec le marlin, si, c'est possible. Ça ne dévirilise pas l'homme, on va dire. Je dirais pas que la tendresse, c'est un truc typiquement féminin, mais que la tendresse masculine à l'algérienne, elle peut s'exprimer peut-être plus facilement avec un chardonneret qu'avec sa copine. Au vu et au su de tout le monde, ouais. Il y a de la pudeur, on fait pas en public. Par contre, avec un chardonneret, on peut. Comme avec, je sais pas moi, des gosses.
c'est facile. Alors là, on va où? Là, on monte. J'ai un élevage intérieur et un élevage extérieur. Voilà. C'est moi-même qui a fabriqué ces cages. Là, c'est des couples formés. Là, c'est un couple qui prépare le nid, c'est bon. Et ceux-là, ils viennent d'où? Ceux-là, ils viennent de mon élevage. C'est des oiseaux bagués, ils sont nés chez moi. Donc ils sont nés en Algérie? Ils sont nés en Algérie, oui. Parce que moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'avoir le maximum d'oiseaux chez moi. Pourquoi faire? Pourquoi faire? C'est pour repeupler les forêts, quoi. Il faut rendre à la nature ce qui lui appartient. On a tellement pris de la nature qu'il n'en reste plus rien. Et même, j'ai des projets de faire des lâchers. Je lâche quelques sujets. Bon, pas tout de suite, parce qu'il faut sensibiliser d'abord les gens. Il y a un gros travail à faire. C'est un chantier. Là, c'est ma volière extérieure. Je dois faire attention. Voilà. Là, je suis dedans. Voilà. Là, on a un très joli nid. Il y en a 5 qui sont fécondés. On voit des vaisseaux sanguins. Donc, l'éclosion est prévue. Il me reste 7 jours. Là, je calcule. Il reste 7 jours pour l'éclosion. Là, vous entendez le mâle parce que je touche ses enfants. Ah là, je suis à l'intérieur et il chante sur ma tête. Ah, il est très content là. Voilà. Ah, c'est un plaisir ça. Et là, il y a combien de chardonnerets à l'intérieur? Il y en a 9 et 3 petits qui sont nés dernièrement. Et ça vous fait plaisir quand vous voyez que vous en avez des nouveaux? Bien sûr. Ah ouais, c'est le but. C'est mes enfants, ils sont nés chez moi. Je les ai vus grandir, voilà, l'éclosion, de l'éclosion jusqu'à la mue et tout. Je viens du boulot directement à la maison. J'ai pas de mauvaise fréquentation. Je fume pas, je bois pas. C'est mon traitement. Mes oiseaux, c'est mon traitement. Comme je suis un petit peu malade, je me sens bien avec mes oiseaux. Voilà, le fait de les écouter, on voit plus clair. Ouais, on voit plus clair. C'est une méditation, oui. Et ça reste le chardonneret, l'oiseau le plus beau, le plus doux, le plus chanteur. Son chant unique, son chant qui fait reposer en quelque sorte quelqu'un. Il est beau quand tu le vois en train de se nourrir, quand tu le vois voler, quand tu le vois chanter, voilà. Je rêve un jour d'essayer peut-être, si c'est pas trop tard, de voir les chardonnerets comme il était avant, dans la nature, le voir dans les chardons. C'est la nostalgie de l'enfance, les souvenirs de l'enfance qui malheureusement ne peuvent pas venir. Voilà. Il y a Maknin Zein, l'élégance du chardonneret, un documentaire de C.M. Boutata réalisé par Alexandra Longuet,
avec Yazid Mohamed. Jebloun Toufek. Mohamed et Yazid. Docteur Milti Mohamed Alafiq. Je m'appelle Riyad. Moi, c'est Mehdi Barached. et aussi Majid Ben Daoud, les vendeurs de la rue des Oiseaux et de Bab El Oued, prise de son, Yassine Iresh, mixage, Pierre de Vallée. Merci à Damien Ounouri, Toufik Hakem, Hamza Zaid, Badji El Bahri. Yamaknin Zain, l'élégance du chardonneret, a reçu le soutien de Brouillon d'un rêve, de la SCAM et du dispositif La Culture avec la copie privée. Avec le soutien de Gulliver, une initiative conjointe de la SACD, la SCAM, la RTBF, la SACD France, la SCAM France, la SSA, Proliteris et la promotion des lettres de la Fédération